Dans la précédente vidéo, nous avons vu quand a été découvert ce phénomène de LTP qui serait à la base de la consolidation de nos souvenirs en mémoire. La LTP pour Long Term Potentiation ou potentialisation à long terme de la réponse synaptique correspond en effet à un accroissement, une potentialisation de la transmission qui a lieu entre nos neurones et donc à nos synapses. De nombreux travaux montrent aujourd'hui que cette potentialisation synaptique qui peut durer dans le temps, comme la trace de nos souvenirs en mémoire, permettrait de consolider le niveau de connectivité entre nos neurones et donc de permettre à ceux-ci de se regrouper en assemblées de cellules, facilitant dans notre esprit l'association de choses discrètes et distinctes, un phénomène qui serait véritablement à la base de notre mémoire dite associative. Mais qu'est-ce qui permet exactement à nos synapses de maintenir cette potentialisation à long terme? Et en d'autres termes, de créer et maintenir ces associations de manière durable? Plongeons aujourd'hui dans la chimie de la LTP pour le comprendre. Depuis sa découverte à la fin des années 60, la LTP a pu être observée dans tout l'hippocampe, cette structure qui permet le stockage de nos souvenirs mémoire. Ainsi, comme on l'a vu précédemment, la LTP a pu être tout d'abord observée par Terje Lomö et son collègue Tim Bliss aux synapses entre les neurones du cortex entorhinal et ceux du gyrus denté de l'hippocampe. Puis cette LTP a pu également être observée dans les aires CA3 et particulièrement CA1 de l'hippocampe, là où d'ailleurs elle a été par la suite la plus étudiée. Mais la LTP a aussi pu être observée au niveau de l'amygdale, du thalamus, entre le thalamus et le néocortex, l'écorce de notre cerveau, et même d'une manière générale entre différentes aires de ce néocortex qui, comme on l'a vu dans de précédentes vidéos, abriterait la trace ultime de nos souvenirs mémoire. Dans toutes ces structures, le neurotransmetteur le plus abondant, la molécule libérée au niveau des synapses qu'on retrouve le plus dans notre cerveau, est le glutamate. Ce glutamate, libéré au niveau présynaptique, a notamment la possibilité de se fixer du côté postsynaptique sur différents types de récepteurs qui lui sont spécifiques. On trouve ainsi les récepteurs au glutamate de type NMDA qui dans leur conformation de base sont bloqués par un ion magnésium en leur centre. Le glutamate peut néanmoins aussi activer des récepteurs de type AMPA qui une fois activés laissent rentrer des ions sodium dans le neurone postsynaptique pour engendrer une faible dépolarisation. Lors de l'induction de la LTP, c'est-à-dire après application d'un train de stimulation à haute fréquence, comme on l'a vu, la libération de glutamate est accrue au niveau de la synapse. Cette plus forte libération de glutamate active plus de récepteurs AMPA, conduisant à une plus forte dépolarisation au niveau synaptique. Cette forte dépolarisation engendre cette fois-ci le retrait de l'ion magnésium et donc l'activation des récepteurs NMDA. Une fois activés par le glutamate, ceux-ci sont donc libres de laisser rentrer du calcium au niveau postsynaptique. Ce calcium va alors activer différentes enzymes, des protéines kinases dans ce cas-là, telles que la calcium calmoduline kinase 2, encore appelée CAMK2. Une fois activée, la CAMK2 est alors libre de phosphoryler, d'ajouter un groupement phosphate à un certain nombre de cibles protéiques, telles que des récepteurs AMPA, qui se retrouvent ainsi sensibilisés au glutamate. C'est-à-dire qu'ils vont mieux répondre au glutamate qui arrive du neurone présynaptique. Mais la CAMK2 peut également phosphoryler de nouveaux récepteurs AMPA internalisés au niveau du corps cellulaire du neurone et qui sont donc non fonctionnels. Une fois phosphorylés, ces nouveaux récepteurs peuvent migrer vers la synapse pour pouvoir être à leur tour activés par le glutamate. Tous ces événements finissent ainsi par dépolariser encore plus fortement notre neurone postsynaptique qui va donc pouvoir générer un potentiel d'action qui transmettra l'information vers d'autres synapses et donc d'autres neurones. C'est ainsi qu'il y a accroissement de la transmission synaptique et donc potentialisation synaptique. Le récepteur NMDA est donc clé dans la mise en place de cette LTP. On dit de lui que c'est un détecteur de coïncidence
puisqu'il détecte l'activation et plus exactement la dépolarisation forte du neurone postsynaptique grâce au départ de son ion magnésium qui l'inhibait auparavant, mais il détecte aussi l'activation du neurone présynaptique puisqu'il réagit à l'arrivée du glutamate. Cette détection de coïncidence d'événements est un élément clé de toute mémoire dite associative. En effet, notre mémoire si complexe est en fait le résultat d'associations que nous faisons entre différentes choses. Pour le bébé qui vient de naître, ça commence par exemple par l'association entre le visage et la voix de sa maman. C'est ainsi que dès la fin du 19e siècle, William James faisait ainsi du cerveau l'équivalent d'un grand commutateur de centrale téléphonique, un appareil permettant d'établir des communications entre éléments distants les uns des autres. James proposait que, quand deux processus cérébraux élémentaires ont été en activité l'un en même temps que l'autre, ou l'un immédiatement après l'autre, le premier qui revient tend à communiquer son excitation à l'autre. James formula cette loi en prenant en compte les propriétés physiologiques des cellules nerveuses. Pour James, la probabilité pour une impulsion de suivre un certain trajet est fonction du nombre de fois où cette impulsion a suivi précédemment ce trajet et de l'intensité de la stimulation. Donald Hebb, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, ici en lien, reprit les idées de James dans les années 40 et proposa une hypothèse fondamentale pour expliquer comment nos souvenirs peuvent être stockés dans nos réseaux de neurones. La célèbre loi de Hebb nous dit ainsi que quand l'axone d'un neurone A est assez près pour exciter un neurone B et qu'il prend part à sa décharge de manière répétitive et persistante, des phénomènes de croissance synaptique ou des changements métaboliques se mettent en place dans l'un des deux ou même au sein des deux neurones, de telle sorte que la décharge du neurone A sur le neurone B se trouve accrue. Par cette loi, Hebb proposait ainsi une règle de détection de coïncidence impliquant qu'une synapse reliant deux neurones se voit renforcée si ces deux neurones sont actifs l'un en même temps que l'autre. Quand Hebb proposa cette loi dans les années 40, elle ne restait qu'une hypothèse, et finalement peu de personnes y accordèrent de l'importance. Mais quand finalement le phénomène de LTP dépendante de l'activation du récepteur NMDA, lui-même détecteur de coïncidence des activités pré- et post-synaptiques fut observé, eh bien cette loi devint purement prophétique et on cria au génie de Hebb, qui avait finalement prédit avant de pouvoir le montrer réellement, qu'effectivement nos synapses fonctionnent bien selon des principes de détection de coïncidence d'événements pour permettre la mise en mémoire de nos souvenirs dans des réseaux de neurones extrêmement bien connectés les uns aux autres. Ce fut dans les années 80 que fut démontré ce rôle du récepteur NMDA dans la LTP et la mémoire par un groupe de chercheurs de l'université de St Andrews en Écosse. Richard Morris et ses collaborateurs étudiaient en effet la mémoire des rats en les faisant nager dans une piscine. Dans cette tâche, les rats devaient apprendre à localiser une plateforme invisible car placée quelques centimètres sous la surface de l'eau rendue opaque par un colorant blanc. Et ces rats devaient donc retenir en mémoire la position spatiale de cette plateforme, ce qu'ils apprenaient à faire plus ou moins efficacement en quelques jours, diminuant au cours des essais et des jours successifs leur latence d'arrivée à cette plateforme. Pour évaluer la robustesse de leur mémoire, les chercheurs retiraient ensuite la plateforme de cette piscine et mesuraient le temps passé par ces rats dans les différentes aires virtuelles que cette plateforme aurait pu occuper dans la piscine. De cette manière, les rats montraient une préférence pour l'aire occupée par la plateforme durant la phase d'apprentissage, indiquant bien qu'ils retenaient bien en mémoire les informations spatiales liées à la position de cette plateforme. Si par contre les chercheurs injectaient dans l'hippocampe de ces rats de l'APV, un antagoniste, c'est-à-dire un bloqueur des récepteurs NMDA, les rats étaient incapables d'apprendre la localisation spatiale de la plateforme immergée, mais également d'exprimer une LTP une fois celle-ci induite dans l'hippocampe par des stimulations à haute fréquence. Comme on le voit sur cette figure, la potentialisation synaptique induite chez les rats après injection de l'APV ne pouvait se maintenir au-delà de quelques minutes puisque les réponses synaptiques de ces animaux revenaient très vite à leur niveau basal. Ces résultats démontraient ainsi pour la première fois le rôle majeur que les récepteurs NMDA jouent dans la LTP et dans la mémoire spatiale dépendante de l'hippocampe et qui est une mémoire associative requérant bien une mise en relation d'éléments de l'espace pour guider l'orientation de l'animal dans ce labyrinthe aquatique.
Alors bien sûr, le récepteur NMDA n'est pas la seule molécule indispensable à la mise en place de l'ALTP et de la mémoire. Et nous verrons dans la vidéo prochaine que d'autres protéines sont indispensables au maintien à long terme de ces deux phénomènes.